Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième interview d'un candidat aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin. On accueille aujourd'hui Gauthier Boucher. Bonjour Monsieur Boucher. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'être venu. Vous êtes membre du Rassemblement national depuis vos 19 ans et vous êtes aux élections législatives dans la 8e circonscription de la Loire. Vous êtes un candidat très implanté par rapport aux autres dans votre circonscription. Et vous êtes sur un territoire où se situe à la fois un parc éolien et une centrale à charbon, donc deux modes de production énergétique très différents en termes d'impact notamment environnemental. Et il ne s'agit pas tout à fait d'un parc éolien, il s'agit encore d'un projet qui devra être mis en place à la fin de l'année 2022. Et ce projet est constitué d'ailleurs des éoliennes flottantes élaborées par notre établissement. Vous trouviez ce projet, je vous cite, contestable en 2018. Et la politique de votre parti va d'ailleurs à l'encontre du développement de l'éolien, en tout cas du focus sur le développement des parcs éoliens. Que pensez-vous du projet aujourd'hui ? J'ai toujours la même opinion sur ce projet. Effectivement, je le trouve contestable. Je ne dis pas que, et nous ne disons pas au Rassemblement national que tous les projets d'éolien terrestre ou maritime ou flottant soient contestables en soi, mais la plupart du temps, nous constatons un effet sur la ressource halieutique, pour ce qui est de l'éolien terrestre, sur la qualité de vie des riverains, sur les animaux, que ce soit les animaux sauvages, oiseaux ou les animaux de bétail. Des atteintes aussi sur le patrimoine, le prix des terrains pour ce qui est de l'éolien terrestre. Alors nous ne disons pas que aucun de ces projets n'a une raison d'exister, mais la plupart du temps, nous contestons effectivement le bien fondé de ces projets. Nous remarquons par ailleurs qu'il s'agit d'une énergie intermittente qui est couplée tout de même à des centrales. Le gain en termes de coût carbone nous semble être compensé par d'autres émissions de carbone. Je veux dire, les éoliennes se font notamment avec des terres rares que l'on doit donc extraire de Chine. Ça participe à ce capitalisme extractiviste que beaucoup d'écologistes combattent, mais il y a une contradiction selon nous dans le fait de promouvoir l'énergie éolienne sans considérer les autres sources d'énergie, sans considérer le fait qu'un mix énergétique cohérent, il y a peut-être une petite part d'éolien dedans, mais il y a aussi les autres sources d'énergie. Et ce seraient lesquelles justement les autres sources d'énergie à favoriser selon vous ? Nous sommes très attachés au Rassemblement national, je pense que ça ne surprendra pas grand monde, à l'importance du nucléaire, qui est une des spécificités du mix énergétique français, qui tient à notre histoire contemporaine, au fait qu'il y a eu cette volonté gaulo-pompidolienne au milieu des années 1960 de mettre beaucoup d'argent public, de mettre beaucoup d'investissements sur le nucléaire. Nous serions attentifs pour notre part, par exemple, au grand carénage des centrales pour permettre de les moderniser et de garantir leur durée de vie. Et puis ça n'exclut pas de construire de nouveaux EPR, ça n'exclut pas, comme d'ailleurs l'avait proposé le président de la République il y a quelques mois, d'entamer la construction de centrales à petits réacteurs modulaires. Cela pourrait être une solution d'ailleurs pour la centrale thermique de Cordemais. La présidente du Conseil régional l'avait proposé en octobre dernier et nous avions dit pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement. Vous seriez favorable au fait de fermer la centrale à condition évidemment de déplacer les emplois et de remplacer la source de production ? Nous serions favorables au fait de maintenir la centrale en la modernisant, en maintenant les emplois, et ensuite on peut choisir soit de faire enfin, mais nous n'y croyons plus beaucoup hélas, ce projet éco-combuste de co-combustion charbon-biomasse qui avait été enclenché en 2017-2018 de mémoire, qui a été abandonné là, il y avait pourtant eu 350 millions d'euros d'investissement de EDF, soit si cela n'est plus possible, eh bien faire cette centrale PRM qui semblait avoir, dont la présidence de région semblait avoir indiqué la possibilité à l'automne dernier. Bon, j'ai l'impression que la présidente de région, Mme Bancet, revient un petit peu sur ces déclarations. Dommage, ça aurait été quelque chose d'intéressant et ça aurait participé de ce plan national PRM qui a été annoncé par M. Macron l'automne dernier. Bref, sur l'éolien, effectivement, nous sommes plutôt opposés. Et d'ailleurs, nous demandons une consultation des populations au préalable. Oui. Ce qui participe d'un autre rapport à la démocratie qui est
par rapport à celui de la plupart des formations politiques. Demander ne pas se contenter que d'études d'impact, demander aussi l'avis des populations a priori, parce que les populations sont trop rarement consultées, les pêcheurs ne sont pas consultés, les riverains concernés par l'éolien terrestre dans les zones rurales, à Puceul, à Neuzé, à Guenay-Penfo, où vous voyez sur le long des routes de grands rectangles rouges, non à l'éolien, oui à la consultation des populations, ces riverains-là ne sont jamais consultés, et forcément ça entraîne des conséquences ensuite, notamment des conséquences électorales. Et là, dans le cadre du projet d'éoliennes flottantes, l'idée c'était justement d'éviter d'avoir une atteinte à la vie quotidienne des riverains. Oui, parce que je crois qu'elles sont à 12 km des côtes, ou quelque chose comme ça, oui. Une quinzaine de kilomètres des côtes. Bon, l'atteinte est effectivement réduite, mais il y a une atteinte, pas pour les riverains, on ne peut même pas dire que c'est forcément inesthétique, les éoliennes, nous ne portons pas le débat là-dessus, mais sur la ressource halieutique, sur les écosystèmes marins, ça a une influence directe. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que ça participe d'une préservation. Dans le cas où elles sont flottantes par rapport à celles qui sont posées. Moindre, effectivement, mais une atteinte tout de même. Et par ailleurs, en disant cela, nous dissocions totalement notre critique des éoliennes, notre critique de l'importance de l'éolien dans le mix énergétique. Nous distinguons totalement cela comment dirais-je, nous ne considérons pas que les ouvriers qui font les éoliennes, les ingénieurs qui pensent les éoliennes sur un très long terme, puisque c'est quelque chose qui est pensé à l'instant T et qui peut être réalisé 15 ans plus tard, nous ne disons pas que ce sont des mauvaises choses. Au contraire, nous sommes paradoxalement fiers du travail des ouvriers qui construisent ces éoliennes. Et je dis ça en toute honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'un certain nombre de mes électeurs construisent des éoliennes que je dis ça. Et nous sommes admiratifs du génie technicien des Français, notamment des ingénieurs français qui conçoivent ces objets. Et nous disons simplement, comment dirais-je, qu'il ne faut pas tout capitaliser sur l'éolien. Il faut diversifier notre mix énergétique. Le nucléaire est important, quoi qu'en disent un certain nombre d'écologistes décroissants. La biomasse, c'est important, la géothermie, c'est important. Enfin, nous avons, je pense, en France, à la fois les conditions intellectuelles et les conditions naturelles pour penser un mix énergétique très varié. C'est une des qualités que nous offre la France, et bien il faut exploiter cela au maximum, sans nous concentrer un peu dogmatiquement, uniquement sur l'éolien. Et donc pour conclure, malgré la recommandation du GIEC dans son rapport, vous préféreriez miser et investir dans du nucléaire principalement par rapport à l'éolien ou même au solaire ou encore à l'hydrogène. Disons que la part du nucléaire serait largement prépondérante. Je crois qu'on a une part entre 69 et 71% actuellement. On voudrait rester sur cet étirage de 2 tiers. Ce qui impliquerait, sachant que toutes les grosses centrales arrivent à un terme ne correspondent plus aux normes du fait de leur ancienneté, il faudrait investir massivement dans justement leur rénovation, au lieu d'investir dans... investir dans ce grand carénage dont je parlais il y a 10 minutes, mais on a investi massivement il y a à peu près 60 ans pour construire ces centrales. Il faut maintenant investir massivement à l'initiative d'un État stratège et aménageur pour maintenir ces centrales, les moderniser, et puis diversifier aussi l'offre de centrales avec des EPR, avec des PRM. Mais nous considérons l'énergie nucléaire pour ce qu'elle est. Bien sûr, elle fait peur parce qu'il y a à la fois l'imaginaire du nucléaire militaire qui n'a rien à voir mais qui quand même fait peur aux gens, et puis les accidents type Tchernobyl et Fukushima, c'est ça, oui. J'allais dire Fukuyama, mais c'est autre chose. Et donc, il y a cette peur des gens, mais nous considérons l'énergie nucléaire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une énergie décarbonée et qui, tout de même, est garante d'une certaine indépendance nationale. Même si nous n'ignorons pas que nous prélevons l'uranium dans un certain nombre de pays, etc. Mais dans l'ensemble, c'est une énergie garante de notre indépendance. D'accord. Donc, ce serait la solution durable pour l'instant. Une des solutions. Okay. Je crois que aussi le caractère spécifique de la France dans l'ordre des nations, c'est de ne pas privilégier, pour les questions énergétiques notamment, ou tout autre, une seule solution, c'est d'avoir une palette, si vous voulez. Si nous étions une puissance moyenne ou un pays en développement, nous serions peut-être en train de favoriser une seule solution en termes
d'énergie. Mais nous avons cette qualité qui est due aux spécificités de notre peuple, à notre histoire, et à notre puissance aussi, le fait que nous soyons une puissance mondiale, de pouvoir choisir plusieurs énergies, de pouvoir les développer harmonieusement. Trop concentrer le mix sur l'éolien serait une erreur. Ce ne serait pas l'éolien, ce serait les énergies renouvelables en général. Mais d'accord. Oui. Vous parlez, dans votre profession de foi, il me semble, d'une écologie concrète, enracinée et française. Qu'est-ce que cela veut dire? Particulièrement le terme français, parce que inconsciemment, on a tendance à penser que vous imaginez des frontières autour de la France qui feraient que soit tout va bien d'un point de vue écologique en France, et qu'on n'est pas impacté directement par le reste du monde, dans un bon sens comme dans un mauvais. Tout va bien, non, mais les choses vont mieux qu'ailleurs. Je veux dire, nous participons à 0,8 ou 0,9% des émissions de gaz à effet de serre, parce que nous représentons 0,8 ou 0,9% de la population, il n'y a rien de normal. Je trouve toujours pénible et dommage de pénaliser, de stigmatiser, de mettre à l'index les Français et les puissances européennes en général, pour ce qui est leur impact carbone, sans bien sûr questionner l'impact carbone des États-Unis ou de l'Inde, insuffisamment, je trouve. Mais en même temps, on parle aussi de responsabilité de l'Europe, parce que même si actuellement elle pollue peut-être moins que d'autres nations, son histoire et la révolution industrielle a fait que, les conséquences, on les ressent aujourd'hui. Mais ça revient à croire que l'Europe aura des comportements communs en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes de politique industrielle. On voit bien qu'entre la Pologne, l'Allemagne et la France, il n'y a pas forcément de rapport. Et si on prend la responsabilité de la France, justement, est-ce qu'elle ne devrait pas faire plus d'efforts maintenant? Je crois que la France est relativement bonne élève sur ce terrain, comme sur tant d'autres, notamment du fait de son industrie nucléaire. Mais simplement pour revenir aux mots, dès que vous dites... Effectivement, j'ai dû écrire, je le pense, une écologie enracinée, française, je ne sais plus le troisième mot, mais une écologie, parce que qu'est-ce que l'écologie? Le ecos logos, c'est effectivement se préoccuper de sa maison. Alors nous avons effectivement une grande maison qui s'appelle la planète Terre, qui est actuellement concernée par des changements climatiques et puis une crise du capitalisme, au fond, une crise du capitalisme dans sa forme terminale. D'où la tentation pour certains scientifiques, et je partage un peu ce constat de parler de crise anthropocène, par exemple, du fait que l'homme en soi aurait autant d'effets que pourrait l'avoir une extinction de masse sur le plan géologique. Effectivement, nous avons une grande maison qui s'appelle la Terre, mais nous avons aussi une maison plus petite, mais dans laquelle nous nous sentons, à laquelle nous sommes plus familiers, qui est la France, qui tout de même effectivement n'est pas isolé, est interconnecté aux autres pays, mais je pense qu'il faut nous préoccuper d'abord d'avoir une politique soucieuse de l'environnement, d'abord en France, sans forcément croire que des États et des intérêts convergents, parce que ça c'est en termes de résolution de la crise climatique, ça c'est une approche un peu naïve des choses, qui ne prend pas en compte, hélas, ou c'est comme ça, je n'ai même pas à dire hélas, qui ne prend pas en compte les rapports de force interétatiques. Ça n'est pas demain la veille que la Chine et l'Inde, qui acquièrent tout juste les prix de la croissance économique après avoir été pendant des décennies des pays du tiers-monde, et concernant l'Inde, pendant des siècles, un pays colonisé, ça n'est pas demain la veille qu'ils vont développer une conscience écologique telle qu'ils consenteront à diminuer l'impact carbone d'un certain nombre de leur industrie lourde. Croire cela, ce n'est pas faire de la politique, c'est croire en une pensée magique qui n'existera pas. Et du coup, vous ne croyez pas aux accords de Paris ou aux sommets qui se tiennent et qui permettent aux États justement de tomber d'accord et de signer des objectifs? C'est mieux que rien, bien sûr. On ne va pas dire qu'il faut des industries lourdes et polluantes et partout et qu'il ne faut pas se préoccuper de notre impact environnemental, qui est effectivement supérieur à celui des autres espèces animales, à ma connaissance. Mais, comment dirais-je, il y a une double insuffisance, à mon sens, des accords de Paris ou de ce type d'accord. Premièrement, c'est croire dans les faits, une triple insuffisance même. C'est de croire que ces accords auront nécessairement un effet, ça n'est
pas du tout certain, parce qu'encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait d'intérêt commun entre les différents États qui fassent que ces États coopéreront nécessairement pour résoudre la crise climatique. Deuxièmement, ces accords, enfin la présentation médiatique de ces accords nous conduisent à croire qu'ils auront des effets de court terme. Or, quoi que nous fassions en termes de diminution de notre coût carbone, ça n'aura des impacts que de long terme. J'avais lu une étude disant que si pour une raison X ou Y nous arrêtions du jour au lendemain nos émissions de gaz à effet de serre, pour je ne sais quelle raison, ce qui ne peut pas arriver, mais imaginons, le climat, ça aurait un impact sur le climat un siècle et demi plus tard. Enfin, ça n'aurait que des effets de long terme. Et puis troisième écueil des accords de Paris et de ce type de traités d'accords internationaux, c'est tout l'aspect, et qui moi me déplaît personnellement très fortement, c'est tout l'aspect greenwashing, comme on dit, le fait qu'il s'agisse de grands symposiums, de grands barnums entre chefs d'État, qui d'ailleurs viennent en avion, donc participent à un coup carbone énorme au passage, même si ça c'est un peu voir les choses par le petit bout de la lorgnette, mais tout de même, et pour ne pas décider de grand-chose, pour se donner bonne conscience, si vous voulez, entre occidentaux, et mettre à l'index un certain nombre de puissances anciennement colonisées ou participant du tiers-monde, tout cela participe d'une certaine forme de néocolonialisme, par ailleurs, qui n'est pas très agréable à l'endroit de ces États que nous devons considérer pour ce qu'ils sont, sans les infantiliser. Si l'Indonésie, l'Inde, la Chine, un certain nombre de puissances émergentes, le Brésil, etc., ont des émissions carbone fortes pour l'instant, c'est certes un peu pénible, mais ils n'y peuvent pas grand-chose parce qu'ils sont en train de croître en population et en capacité économique. Ces choses-là se stabiliseront au milieu du siècle quand des classes moyennes émergeront dans ces pays, donc étant mieux éduqués, auront certainement une conscience écologique plus forte. Quand ces pays auront les capitaux pour développer des industries plus vertes, eh bien tout cela se stabilisera. Mais faire la leçon au cœur des années 2020 à ces pays sur leur impact écologique, je ne crois que ce n'est ni très réaliste, ni très respectueux à l'endroit de ces pays. Très bien. On va passer au deuxième thème, donc société et jeunesse. Oui, alors du coup, merci pour vos réponses sur le thème de l'écologie. Je vais vous parler, moi, d'un sujet plus global de société. Déjà, je compte la partie politique comme une petite partie une sous-partie du thème global de la société. Je voudrais savoir si vous êtes, vous, au Rassemblement National et vous, personnellement, si vous êtes plutôt favorable, si on devait considérer que deux extrêmes, si vous êtes plutôt favorable à une majorité NUPES à l'Assemblée nationale ou alors à une majorité de Renaissance. C'est assez complexe comme question. En fait, je suis favorable ni à l'une ni à l'autre. Mais ce à quoi je suis favorable ne peut pas exister. Dans ce cas-là, de quel côté est-ce que vous tendez naturellement Juste avant de vous répondre précisément, je finis mon analyse. En fait, moi, je serais favorable naturellement à une majorité parlementaire Rassemblement National, dont j'ai l'honnêteté intellectuelle d'affirmer, hélas, selon nous, qu'elle ne peut pas exister parce que, très logiquement, les Français vont reconduire leur comportement électoral de l'élection présidentielle dans cette élection législative, et donc, très probablement, même si avec une majorité moins forte à mon avis, reconduire la majorité présidentielle macroniste. Je ne crois pas qu'ils éliront une majorité NUPES d'union de la gauche. Quant à classifier ce qui serait préférable selon moi entre une majorité LAREM et une majorité NUPES, je dirais que cela se vaut presque. Enfin, en tout cas, je suis un adversaire du macronisme parce que je considère qu'il participe à un ordre du monde qui n'est pas le mien. Enfin, je veux dire, c'est la vision néolibérale de la politique et de l'homme qui n'est pas la mienne. Mais je ne considère pas que la vision décroissante, assez utopique, assez infantilisante également vis-à-vis de certaines populations, qui est offerte par, je ne dirais pas la NUPES dans son entier, mais certaines fractions de la NUPES, des fractions assez larges tout de même. Je ne pense pas que cette vision soit très saine pour mon pays. Donc je rejette
ces deux extrêmes. Je rejette l'extrême centre comme je rejette la gauche radicale. Ce n'est pas ma vision des choses, parce que ces deux visions ne sont pas patriotes par ailleurs. Et moi je suis un patriote, je suis attaché à ce que l'on se soucie des intérêts moraux et matériels de la France, et ni la NUPES ni la REM ne s'en soucient, sont dans d'autres combats qui ne sont pas, je pense, ceux de la France. Cependant, on peut quand même voir qu'à l'entre-deux-tours, vous, en tant que membre des équipes de Marine Le Pen assez proche, j'imagine, vous avez quand même vous avez quand même appelé principalement donc, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à un report de pouvoir vers Marine Le Pen, ce qui vous a semblé à ce moment-là le plus logique pour eux. Et du coup, si vous rejetez en bloc complètement une majorité NUPES par exemple, ou même les idées globalement de la NUPES, pourquoi cet appel du pied à ce moment-là des campagnes, et comment est-ce que nous on peut l'interpréter? Moi je trouve personnellement la position du RN pas très claire sur ce sujet. Mais c'était une élection différente, où nous étions opposés à Emmanuel Macron. Alors naturellement, contre Emmanuel Macron, on n'allait pas appeler les macronistes à voter pour nous. Non, bien sûr. Ça aurait été contradictoire. Mais toutes les autres forces, dont, alors ce n'était pas la NUPES à l'époque, mais dont l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, nous lui avons parlé, mais nous avons parlé en réalité à tous les électorats. Nous avons parlé à M. Mélenchon, comme nous avons parlé à M. Zemmour, à Mme Pécresse, à M. Dupont-Aignan, à M. Lassalle. Mais nous avons considéré le rapport de force politique du premier tour pour ce qu'il était. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a réalisé pratiquement 22% des suffrages exprimés, pratiquement 8 millions de voix. Il est évident qu'il a participé de manière décisive à la victoire d'Emmanuel Macron. Et qu'il aurait pu, inversement, si les reports de voix avaient été un peu meilleurs, participer à notre victoire, qui n'a donc pas eu lieu. Puisque, pour rappel, en 2017, selon les instituts d'opinion, 7% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui alors avait fait 20%, à peu près 19%, se sont reportés au deuxième tour sur Marine Le Pen. Et là, on nous dit entre 20 et 25%. Je ne pense pas qu'on se soit adressé ni uniquement ni prioritairement à Jean-Luc Mélenchon, mais nous avons considéré tout de même le rapport de force pour ce qu'il était, à savoir que M. Mélenchon était le troisième bloc de cette élection, la troisième force. Il n'est pas de très loin par rapport ni à M. Macron, ni à nous-mêmes. Et puis par ailleurs, nous savons qu'il y a Jean-Luc Mélenchon et le mélenchonisme, mais enfin tous les électeurs de M. Mélenchon ne partagent pas 100% des options de M. Mélenchon. Voilà. En revanche, je ne suis pas sûr que ces électeurs, sur des sujets comme l'âge des retraites, parce que l'on met la retraite à 60-62 ans ou 64-65, ce qui n'est pas la même chose, sur la vision des services publics, est-ce qu'on les rationalise en les privatisant, ou est-ce que l'on considère les services publics pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choses qui doivent être sanctuarisées. Je ne suis pas sûr que ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'ils ont dû réfléchir à leur vote de deuxième tour, aient considéré ces questions à la légère. Et je pense que ça a dû participer dans leur décision, soit de s'abstenir par dépit, hélas, pour eux, soit de voter Marine Le Pen pour une forte minorité d'entre eux, parce qu'ils ne peuvent pas considérer objectivement, ces électeurs, que M. Macron, le néolibéral ou l'ordolibéral, je ne sais pas comment le qualifier, le libéral en tout cas, est le défenseur des services publics, est le défenseur des retraites, et le défenseur du modèle social français tel qu'eux ils le conçoivent. Vous oubliez du coup l'option du barrage. Il est impossible de nier que certaines personnes chez LFI, certains électeurs de LFI, ont préféré la stratégie de faire barrage à la droite nationaliste parce qu'elle est fondamentalement opposée à leurs idées. Même si potentiellement la retraite et les services publics, ils étaient plus proches de vous à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu barrage, puisque je qualifie... alors, je n'ai pas qualifié l'abstention. Je pense qu'il y a eu un tiers à peu près d'abstention. En gros, c'est un tiers. Pas tout à fait. Je pense que c'est 30, 40, 20, 30, 40, 20, quelque chose comme ça. Mais j'ai qualifié le vote Marine Le Pen des mélenchonistes parce qu'il était de forte minorité. Donc je n'ignore pas qu'il y a eu un barrage de type front républicain, comme on nous en vend tous les 5 ans. Comme si ça n'était que la vocation de la gauche. La gauche de Jules Guesde et de Jaurès, qui avant réfléchissait, théorisait, avait des idées sur comment construire une autre société. Maintenant, la seule vocation de la gauche est
faire barrage, être comme une gauche castor, si vous voulez. Bon, ça n'est pas notre vision des choses. Mais je remarque que ce barrage républicain s'érode d'élection en élection. On passe quand même d'une élection en 2002, nous faisons 17%, où là le barrage est unanime, de gauche comme de droite, ça transcende les partis politiques, c'est les syndicats, les entreprises, le monde associatif et culturel fait barrage. À une deuxième qualification second tour en 2017, avec 21%, où le barrage tout de même est moins fort. On considère l'accession de Marine Le Pen au second tour comme quelque chose du domaine de l'évidence. Là, il n'y a pratiquement pas eu de barrage en 2022 pour le coup. Donc ce sont des choses qui s'érodent, et je compte bien qu'en 2027, non seulement il n'y ait plus de barrage, mais il y ait une victoire, parce que nous sommes à 9 points du but suprême. Donc ces choses-là tout de même s'érodent petit à petit, parce que les gens, y compris à gauche, prennent conscience. Alors, très bien. Je voulais pas passer autant de temps sur la politique, mais je suis obligé de réagir, puisque la position de Marine Le Pen sur cette élection législative, elle a déclaré que la victoire finale n'était pas un objectif, peut-être parce que c'est trop compliqué, et pour le RN en règle générale, les législatives, c'est pas le rendez-vous de l'année pour vous. Si, je vous le confirme. D'accord, c'est un il y a la présidentielle, voilà, c'est par rapport à la ça n'est présidentielle, pas c'est plus anodin. faible. Mais Marine Le Pen, du coup, a pour le coup plutôt choisi une stratégie de barrage, c'est-à-dire de venir aux législatives pour prendre le plus de sièges possible à la NUPES et à LFI. Donc là, le rapport de force politique s'inverse un peu, où on a l'impression qu'il y a juste une volonté de barrage de la part du RN sur ces législatives. Qu'est-ce que vous en dites ? Je crois que c'est une volonté d'honnêteté intellectuelle surtout. Affirmer que nous aurions, au soir du 19 juin, 290 députés du Rassemblement national serait mensonger et démagogue. Alors, c'est ce que fait, inversement, M. Mélenchon avec sa NUPES. Il est doublement mensonger et démagogue, d'ailleurs, M. Mélenchon, parce qu'il annonce une victoire qui est, je pense, extrêmement improbable, voire impossible. Parce que ce n'est pas possible. Les logiques de sociologie électorale, de dynamique électorale font qu'il est impossible qu'une majorité présidentielle comme celle de M. Macron ne soit pas reconduite. Il est probable, en revanche, qu'elle soit plus faible. Et je ne crois pas parce que c'est une élection de 577 circonscriptions, hein, c'est pas une élection avec une liste nationale. Je ne crois pas qu'avec le phénomène des dissidences, avec le fait que les mélenchonistes n'auront que peu de reports de voix, alors que les macronistes auront des reports de voix, je crois qu'il est impossible que les macronistes ne soient pas réélus. Puis M. Mélenchon, par ailleurs, il veut être Premier ministre à la suite d'une élection à laquelle il n'est pas candidat. C'est une deuxième démagogie. Nous disons les choses avec franchise. Effectivement, nous n'aurons pas demain un Premier ministre Rassemblement national. Il faudra conquérir le pouvoir dans 4 ans et demi. Mais nous disons deux choses. Nous pouvons avoir un groupe parlementaire si les Français nous donnent plus de 15 députés, et nous pouvons déposer une motion à l'endroit du gouvernement si nous avons plus de 60 députés. Ces deux objectifs sont atteignables. Nous ne considérons pas les élections législatives comme des choses peu importantes. Je veux dire, ça engage nos vies en ce moment depuis 3 semaines et pour 5 jours encore de manière très, très intense, croyez-le bien. Très bien, merci. Donc je vais passer sur le volet société. J'ajoute une dernière chose. Très brièvement, M. Mélenchon n'est pas candidat à une élection et affirme être Premier ministre pratiquement de facto s'il gagne. L'histoire nous enseigne que ce n'est pas le cas. Je veux dire, en 1986, M. Chirac, qui était candidat pour le coup, a failli ne pas être nommé, M. Mitterrand lui préférant Chaban-Delmas dans des jeux politiques un peu sordides. Mais je veux dire, M. Macron n'aurait aucune obligation de donner M. Mélenchon, même s'il gagnait. Donc il se fourvoie. Et donc du coup, d'après un labo de recherche de Sciences Po qui s'appelle le CEVIPOF, dans une étude du 12 mars 2021, cite que seuls 50% des 18-24 ans jugent la police honnête. Et comment comptez-vous nouer un lien de confiance durable entre la police et la nation, plus précisément la jeunesse dans le cas précis? Et parce que vous misez sur le renforcement d'une police municipale, du coup avec plus d'effectifs et éventuellement un armement des policiers. Donc vous souhaitez la renforcer alors que aujourd'hui même la confiance ne règne pas entre les jeunes et le corps policier. Oui, nous souhaitons renforcer effectivement les polices municipales à Nantes, à Saint-Nazaire. Je veux dire,
hélas, pour les jeunes, enfin, je ne sais pas, on se préoccupe assez peu de ce qu'ils pensent de leur police. Moi, je veux dire, on considère la chose selon l'angle de la sécurité et de l'insécurité. Dans les zones où il y a de l'insécurité, il faut renforcer les effectifs. Dans les zones où la sécurité est correcte, bon, les effectifs peuvent être maintenus, mais on ne va pas construire nos politiques publiques en fonction uniquement de l'opinion des 18-24 ans. Ça, c'est sans doute ce que fait la gauche, pour le coup. Être dans une logique un peu... de confiance mutuelle, si jamais on doit compter sur eux pour Mais se normalement, sentir en sécurité. C'est-à-dire que vous considérez ça comme pas, vous considérez moins important le fait qu'un jeune ne trouve pas la police honnête plutôt que l'insécurité. Pour vous, il faut déjà tacler le problème de l'insécurité et seulement après voir si on a confiance dans la police. Il n'y a pas de raison, a priori, selon moi, de ne pas avoir confiance dans la police. Moi, j'ai toute confiance en la police, je n'ai rien à me reprocher de particulier. Mais on n'est pas dans un pays, on n'est pas dans une dictature, dans un pays où la police est au service d'un état policier. Pour le coup, ça n'existe pas chez nous. Ça n'a jamais existé dans notre histoire, dans de très sombres périodes, mais il n'y a pas de raison, selon nous, de ne pas avoir confiance dans la police. Je veux dire. Alors peut-être que ces jeunes sont un peu, je dirais, influencés par un certain nombre d'images qu'ils voient de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui s'est passé avec M. Floyd, où il y a des citations. Je ne crois pas honnêtement qu'il y ait une violence policière systémique. Ça, je ne crois pas cette idée-là. Parce que pour le coup, les images qu'on reçoit en tant que jeune de la police, en règle générale, c'est la police française. Et voilà, il y a eu, voilà, et moi je parle d'images qui sont très récentes. Le Stade de France, on a vu des gens parfaitement normaux se faire gazer pour essayer simplement d'entrer à un match de foot où vraisemblablement là, il y a eu des dysfonctionnements. Il y a eu des dysfonctionnements. Et ensuite, il y a quelques jours, une panne de train qui avait donc du coup ameuté les gens, puisque les gens attendaient pour entrer dans un train qui n'ouvrait pas. Des gens se sont fait gazer alors qu'ils attendaient un train. C'est des situations où vous pouvez comprendre... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Non, bien sûr. Mais c'est pour ça que... Pour moi, c'est de là que vient ce chiffre. C'est pas une influence de la politique, c'est pas une vision politique de descendre le policier ou la police en règle générale, mais de réelles images. Il y en a chez qui c'est une volonté de. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin de démanteler la police, le fait qu'il n'y ait plus de police, et cela par l'influence des réseaux sociaux, notamment de certains groupes américains du type DSA qui demandent le démantèlement de la police. Ça a des influences chez certains milieux de gauche français. Mais je ne crois pas que ce soit l'opinion majoritaire des Français ou des jeunes. Et je ne crois pas qu'il y ait de raison objective de ne pas avoir confiance dans la police. Même s'il peut y avoir quelques contre-exemples à cela, et je pense notamment à ce qui s'était passé lorsqu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes il y a 3 ans, où effectivement là, la police s'était parfois comporté assez étrangement. Je veux dire, la police était aux ordres d'un pouvoir qui lui-même s'est très mal comporté dans cette crise des Gilets jaunes, en matraquant au sens propre, au sens figuré, au sens propre, le peuple français, alors qu'il aurait dû écouter ses doléances. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des contre-exemples à mon propos, mais globalement, je pense qu'il n'y a pas de raison objective de ne pas avoir confiance dans la police française. Et donc renforcer la justice et... lorsqu'il y a des bavures policières, vous ne pensez pas que ça pourrait être une solution, vraiment suivre les erreurs et aller jusqu'au procès éventuellement, ça ne résoudrait pas justement cette histoire de confiance entre la population et la police? S'il y a des manquements, des manquements de certains policiers, ils doivent être condamnés évidemment par la justice, mais je ne crois pas encore une fois que ce soit quelque chose de généralisé, de systémique. Oui, mais du coup il n'y aurait pas de mesures à prendre vis-à-vis de la justice justement pour qu'elle soit... plus rigoureuse, si j'ose dire. Donc vis-à-vis. Je ne sais pas si elle n'est pas. Je ne crois pas qu'elle soit pas assez rigoureuse, la justice. C'est peut-être un point de vue, mais ce n'est pas le mien pour le coup. Okay. Voilà. Mais s'il y a des manquements, il faut des mesures disciplinaires proportionnées à ces manquements. Voilà. Tu veux la dernière? À Centrale Nantes, il y a 43% d'étudiants étrangers. Et si on prend l'exemple de l'un d'entre eux, il sera diplômé en même temps que tous les autres, que ses camarades français. Et cet étudiant va avoir l'opportunité de décrocher un poste d'ingénieur en France, après avoir vécu seulement 3 ans à Centrale, enfin sur le territoire français.
Pour vous, cette situation est-elle une chance ou un problème? C'est la situation de cette personne. Oui, enfin le fait justement que cette personne ait l'opportunité d'avoir un poste d'ingénieur au même titre que tous les autres en France. Je ne le connais pas personnellement, mais je suppose que c'est plutôt un atout pour notre pays. Si c'est un ingénieur, si c'est quelqu'un qui devient ingénieur grâce à l'éducation qui lui est fournie en France, je ne vois pas de raison de lui contester cela. Mais notre politique, je vois bien l'implicite de votre question, enfin je le suppose, mais notre politique, les restrictions qui seraient celles de notre politique migratoire si nous étions au pouvoir, c'est-à-dire en gros diminuer les flux de 90%, ne s'adresse pas a priori à la situation de cette personne qui va devenir, qui est donc un travailleur de haut niveau, parce que c'est un ingénieur qui a vocation, s'il le souhaite, soit rester ici en France, soit peut-être aller dans un autre pays, mais quand nous parlons de politique migratoire, ce n'est pas ce genre d'exemple que j'ai en tête. Et donc pour vous, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée aussi explicite qu'un diplôme d'ingénieur pour justifier l'accueil d'étrangers sur le territoire français? Pas forcément. Déjà, j'essaie de ne pas voir les gens comme des valeurs ajoutées, Oui. J'essaie de les voir comme des êtres humains. Et pourtant, Des femmes et des hommes. mais vous trouvez qu'ils prennent la place de Français, que ce soit vis-à-vis des services publics ou des logements, alors qu'ils peuvent, en étant sur le territoire français, ils ont justement beaucoup à apporter. C'est vrai que je souhaite, mais ce n'est pas très original, nous souhaitons, Rassemblement national, ce que nous appelons une priorité nationale, ce qu'on appelait préférence nationale avant, dans le domaine de la protection et des prestations sociales, de l'accès au logement et de l'accès aux emplois. Nous souhaitons effectivement que les Français soient bénéficiaires de ces trois domaines. En disant cela, nous ne condamnons pas la personne des immigrés, sauf quand ils sont délinquants ou criminels, ce qui peut arriver, mais nous disons simplement que les Français sont prioritaires chez eux. Devraient l'être. Et cette diminution de 90% des flux, c'est plutôt drastique, et oui. Comment ça doit être compris justement que vous arrêtez, au lieu justement de pencher vers un accompagnement et de, certes, privilégier On ne peut pas accompagner 300 000 personnes par an, on ne peut pas les assimiler notamment, on ne peut pas les accompagner professionnellement, on ne peut pas absorber cette main-d'œuvre. C'est impossible. 30 000, ça devient non seulement possible et potentiellement enrichissant. Mais 300 000, c'est tout à fait hors de notre portée. D'ailleurs, nous subissons cette situation. Nous avons 300 000, plus l'immigration clandestine. Bon, nous n'assimilons plus rien et ça n'est pas intéressant, même en termes pour reprendre votre mot, pour le coup de valeur ajoutée. Au contraire, je pense que ça nous coûte plus d'argent que ça nous en rapporte. S'il y avait 30 000 immigrés par an en plus, ça pourrait être, je pense, qualitativement et humainement sans doute très différent. Du coup, vous parlez de négliger la partie valeur ajoutée et tout ça. Donc du coup, si vous parlez d'une réduction de 90% des flux, on parle quand même de chiffres, c'est-à-dire qu'à un moment, vous nous dites qu'une personne ne voit pas sa valeur on ne voit pas la valeur d'une personne sur son diplôme, ceux qui défendent parfaitement. Mais du coup, comment est-ce que vous faites la différence dans de telles proportions, passer de 300 000 à 30 000 personnes, en dehors que par des chiffres et par des aspects un peu artificiels comme ça? Enfin, j'imagine que vous n'allez pas tous les recevoir dans votre bureau, avoir un entretien d'embauche du territoire français et les accepter ou non sur cette base-là. Vous ne pouvez pas trier tant de personnes que ça. Comment vous faites, même on essaie de ne pas trier, mais de regarder la situation pour ce qu'elle est. Lorsqu'il y a, par exemple, des délinquants et à fortiori des criminels binationaux, ils retournent dans leur pays d'origine. Et lorsqu'il y a une immigration de travail qui ne nous est pas essentielle dans certains secteurs, je veux dire dans l'industrie navale, il n'est pas nécessaire selon nous d'avoir une immigration de travail détachée si massive, par exemple le chantier de l'Atlantique. Nous disons à ces personnes, par exemple, que nous abrogeons la directive de travail détaché et que ces personnes n'ont, pour beaucoup d'entre elles, pas vocation à travailler dans nos chantiers, dans nos industries. Je n'ai pas tellement compris votre question en fait. Non mais en fait, c'est juste que vous disiez que voilà, on ne choisit pas les gens juste en fonction de leur diplôme, qui est un peu le cas qu'on a c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit que les gens n'étaient pas qu'une valeur ajoutée selon moi. Non, ouais, bien sûr, mais du coup... Sont avant tout des personnes humaines. Enfin, sont avant tout des êtres humains.
Mais on a du mal à voir mais comment qui vous faites qui ont des racines, si vous voulez. Oui, mais en fait, on a du mal, je suis d'accord avec vous, mais on a du mal à voir comment vous choisissez, entre guillemets, ces 10% de Alors personnes. je pense qu'il y aura aussi un autre effet, enfin je vous ai coupé, mais Ouais, allez-y. je pense qu'il y aura un autre effet si demain on arrive au pouvoir, c'est qu'instantanément il y aura des retours spontanés d'un certain nombre de personnes qui comprendraient et respecteraient, je pense, parce qu'ils savent que dans leur pays d'origine ça se passerait comme ça, la politique migratoire que nous souhaiterions accepter, que nous souhaiterions appliquer, pardon. Donc ils se rapatrieraient d'eux-mêmes et ça faciliterait au fond, je pense, la politique migratoire que nous voudrions. Donc naturellement, l'arrivée au pouvoir d'un responsable RN, peu importe qui créerait d'office, de par sa mise en poste au plus haut sommet de l'État, une fuite de gens, ou voilà, un rapatriement. Les gens naturellement montraient dans un avion pour rentrer Je chez ne eux. dirais pas que ce serait la part majoritaire de la réduction des flux migratoires, ce serait une fraction importante, je pense. Et puis après, on regarderait au cas par cas, et notamment s'agissant des situations délictuelles et criminelles, là-dessus on serait intraitable. Et donc du coup, vous avez dit, voilà, criminels binationaux retournent dans le pays où ils ont une seconde nationalité. Ça paraît. Donc en fait, quelqu'un qui a 2 nationalités et a commis un crime serait refusé par la France et potentiellement refusé par l'autre pays. Qu'est-ce qui fait que l'autre pays ne peut pas dire, bah, retourne dans le pays où tu as une 2e nationalité, à savoir la France? Bah, si le pays refuse, dans ce cas-là, on a des moyens, je crois, de pression diplomatique pour encourager ce pays à accepter finalement accepter. C'est un rapport de force diplomatique qui doit s'engager d'État à État. Mais il est sûr que si on considère un certain nombre de ces pays, je pense que vous faites plutôt référence à des pays africains, sans les stigmatiser. Pas particulièrement. Bon, je ne sais pas, mais si on dit à ces pays si on tient à ces pays un langage ferme, je pense qu'ils nous écouteront. Voilà, parce qu'il y a tout de même Donc vous prenez le rapport de force. des échanges économiques. Simplement le rapport de force, quoi. Sans brutalité, mais un rapport de force, oui. Ah ouais, okay. Ce qui est quand même un rapport de force. Un échange déjà. Un État souverain, quel qu'il soit, a conscience des rapports de force. Je veux dire, c'est quelque chose c'est une donnée des échanges interétatiques. Mais là, pour l'instant, nous laissons tout passer un certain nombre de pays qui nous envoient des ressorts. Sachant la politique migratoire qui est la nôtre, ces pays laissent tout passer. Mais si demain nous introduisons un échange un peu plus équilibré en faisant valoir à ces pays qu'il y a tout de même de notre part beaucoup de devises qui viennent alimenter leur budget, nous pouvons avoir un rapport un peu plus équilibré sur le plan de la politique migratoire et dire à un certain nombre de ces pays qu'ils doivent récupérer leurs ressortissants lorsqu'ils sont des délinquants ou des criminels, leurs ressortissants lorsqu'ils sont binationaux. Et juste pour clarifier, vous considérez que la délinquance, ou au moins la petite délinquance, est principalement commise par des gens étrangers ou de double nationalité, ou pas du tout? Parce que les chiffres parlent, mais quel est votre point de vue? Et si jamais, d'abord, si vous voulez bien répondre à les questions. De double nationalité, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un lien entre insécurité et immigration massive. Un lien systémique pour le coup. D'accord. Donc, oui. Et je ne saurais pas vous citer de chiffres. Ok. Et j'en ai la conviction, oui. Et vous ne pensez pas que si jamais cette situation est vraie, ça peut être lié justement au manque d'accueil, au fait que les gens ne sont pas justement, ils souhaiteraient faire partie de ce pays, on ne les accueille pas, la police fait des délits de faciès dans les quartiers populaires et du coup ils se sentent agressés, donc forcément la réponse naturelle, surtout pour un jeune, c'est d'agresser en retour. Vous ne pensez pas qu'il y a un lien justement avec le système français, là pour le coup, qui s'il évoluait, permettrait justement une meilleure entente de populations d'origine différente? Mais je crois que le système français est l'un des plus généreux qui soit sur Terre. Je veux dire, on a un système de protection sociale. Généreux, oui, mais il y a des discriminations. Qui fait que... Et on ne travaille pas beaucoup. Et les discriminations, il y en aura toujours, ça c'est une question d'éducation. Mais là, en termes de proportion. Les discriminations, vous pensez qu'il y a travailler. beaucoup de délits aux faciès, que c'est quelque chose vraiment de très courant? Oui, je pense pas, il y a des chiffres qui le disent. Bon, je ne sais pas, à vrai dire. Ce ne sont pas des questions, j'y réponds, ce ne sont pas des questions qui m'intéressent
tellement, je pense, c'est des choses qui sont agitées un peu par des forces politiques pour dire regardez comme la France est hostile à ces immigrés, etc. S'il y a tant d'immigrés qui viennent en France et pas dans d'autres pays, je pense, et ils sont intelligents ces immigrés, ou alors ça revient à les considérer comme des imbéciles quelque part, à dire ils viennent dans un pays qui les accueillera si mal. Ben non, ils viennent dans un pays dont ils savent intuitivement et objectivement qu'il est généreux parce qu'il est universaliste, parce qu'il est assimilateur, que effectivement la France n'est pas une prison. Alors ils viennent dans ce pays pour espérer s'y faire une place, sachant que s'ils sont malades, ils auront l'aide médicale d'État, par exemple. Ils ont un certain nombre de mécanismes de solidarité collective qui leur bénéficieront. Mais je pense que c'est une erreur de ne pas assez prioriser les Français, de trop prioriser les immigrés. Je ne crois pas que la France soit un enfer pour l'immigration, bien au contraire. En revanche, l'immigration telle qu'elle est, si massive, devient difficile à vivre pour beaucoup de Français qui la subissent en termes d'insécurité physique, agression, délinquance, viol, crime parfois, et maintenant en termes d'insécurité culturelle presque. La sensation diffuse de ne plus être chez soi en France, d'être dépossédé de son identité, d'être dépossédé de son pays. Je ne crois pas que les immigrés soient malheureux en France, très concrètement. Voilà. Mais l'argument est plus fin que ça. L'argument est un peu plus fin que ça, c'est de dire que des gens viennent de pays où ils sont maltraités, ou en tout cas, de toute façon, ils seraient mieux traités en France que là-bas. C'est quelque chose que, voilà, moi je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est de dire qu'en venant, ils ne sont pas à égalité avec les Français, ce que vous défendez par la priorité nationale, mais par contre, où ils sont plus maltraités que les Français dans certains domaines. C'est-à-dire que voilà, on peut parler de contrôle de police. Moi, dans ma vie, j'ai 23 ans, j'ai été contrôlé une fois. J'ai plusieurs amis qui sont aussi bien français que moi, et qui de par leur couleur de peau, ont été contrôlés des centaines de fois. Deux choses. C'est normal selon nous, c'est peut-être pas normal pour les autres, mais selon nous, c'est normal que des étrangers ne soient pas prioritaires en France par rapport à des nationaux. Et deuxièmement, ces Français qui donc peuvent avoir des origines étrangères, s'ils ne veulent pas être contrôlés au faciès, ils n'ont qu'à promouvoir des forces politiques comme la nôtre qui veulent une diminution des flux migratoires. Enfin, je veux dire, il n'y aurait, ce que je dis n'est peut-être pas très bien construit, mais il n'y aurait pas de contrôle au faciès de Français s'il n'y avait pas une immigration si massive et si anarchique, qui fait qu'effectivement, sans doute, les policiers ont tendance à faire plus de contrôles. Je veux dire, ça c'est la conséquence de l'immigration massive. Donc demain, avec moins d'immigration, quasiment du jour au lendemain, si on vous écoute, ou alors de manière pressée, tout ça se fera à moyen terme, les policiers vont changer complètement leur habitude de contrôle et être beaucoup plus pacifiques et donc beaucoup plus... vous voyez tout simplement moins dans le contrôle. Je ne crois pas qu'ils soient... je ne sais pas ce que serait l'inverse de pacifique, mais je ne crois pas qu'ils soient brutaux, les policiers. Non, ils appliquent simplement... Simplement, ils contrôlent beaucoup. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Ils contrôlent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... Il y a de plus en plus de faits divers d'insécurité, de délinquance et de crimes. Et donc demain, sans immigration, ils contrôleraient moins parce que naturellement, ils seraient habitués au fait que peu importe la couleur de la personne, ils seraient français et donc on arrive à un équilibre parfait des différentes couleurs de peau. Je ne crois pas que ça se fera c'est compliqué. Si rapidement et si facilement. Mais je veux dire, il n'y aurait pas de contrôle au faciès. Enfin, je ne sais pas, moi, vraiment. Je ne suis vraiment pas spécialiste de la question. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de contrôle au faciès. J'ai tendance à entendre que oui. J'ai tendance à penser que non, mais je ne sais pas. Mais je suis à peu près certain que s'il y a moins d'immigration, il y aura moins de contrôle. Il y aura moins de contrôle. À vrai dire, c'est vraiment des questions. C'est une intime conviction, quoi. C'est du domaine du ressenti. Je suis convaincu que s'il y a moins d'immigration, ce sera bénéfique sur tous les plans, y compris pour les immigrés qui viennent, qui seront mieux assimilés. Parce que là, on n'assimile absolument rien. On est submergé de populations que nous n'avons pas demandées, qui sont déracinées, qui nous déracinent nous et qui sont déracinées. Chacun est malheureux dans cette histoire.
sauf un certain nombre, une minorité de grands capitalistes, de grands patrons qui tirent bénéfice de cette immigration pour faire stagner les acquis sociaux et les salaires de nos nationaux et se constituer à peu de frais une main-d'œuvre facile et bon marché. Bon, ça n'est pas ma vision du monde. C'est assez proche de la vision de M. Macron sur le plan économique, et c'est assez proche de la vision de M. Mélenchon sur le plan culturel. Exactement, culturel. Mais ça n'est pas ma vision, qui est, je pense, plus équilibrée. Je ne nie pas que depuis 30 000 ans, j'ai remarqué que depuis 30 000 ans, l'humanité bougeait pas mal. Ça, je pense avoir assez bien saisi ce concept. Mais ça n'est pas un argument rationnel que de dire parce qu'on migre depuis 30 000 ans, enfin c'est depuis 3 millions d'années par ailleurs, mais disons, si l'Homo sapiens migre depuis 30 000 ans, il faut qu'on continue à migrer de plus en plus, de plus en plus. Ben non, il y a des États souverains avec des frontières qui n'ont aucune possibilité de survivre s'ils sont submergés par des flots de population dont ils n'ont pas fait la demande. Ou alors on considère que ces pays doivent complètement changer. Mais ça n'est pas ma position. En tout cas pour la France, ça n'est pas ma position. Les autres États peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je suis attentif à ce qu'en France, on soit maître de ses frontières. Et d'un point de vue législatif, comment comptez-vous mettre en place la priorité des Français, justement ? Est-ce qu'il y a des projets de loi? Comment l'appliquer? C'est pas simplement en réduisant l'immigration que par défaut, il y aura davantage de Français qui bénéficieront des services publics? Pour cela, il faut gagner le pouvoir, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais même si on gagnait le pouvoir, en tant que député, il faudra le décider, il faudra avoir une volonté politique là. En tant que député, on ne peut faire que des propositions. Oui, et justement, est-ce que vous avez des... Un peu dans le vide, puisqu'elles seront votées par quelques dizaines de députés, mais ce ne sont pas des choses qui peuvent s'imposer. On ne peut pour l'instant que vulgariser ce thème, enfin le faire connaître à la population. Je pense que les Français sont assez convaincus qu'ils doivent être prioritaires chez eux. Ils doivent être suffisamment convaincus ensuite qu'ils ont le droit, sinon le devoir, de le demander à leurs dirigeants. Et pour cela, élire dans 5 ans un président et une présidente RN. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose sinon déclamer. C'est déjà une manière de participer au débat. Il aurait fallu gagner l'élection présidentielle pour pouvoir véritablement changer les choses. Et si jamais vous partez défaitiste aux législatives, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est pas du défaitisme. Sur ces projets de loi, tout du moins. Quel serait votre rôle en tant que député? C'est d'être des opposants. On sait par avance qu'on sera des opposants. Donc tâchons d'être des opposants constructifs, tâchons d'avoir un groupe parlementaire pour avoir des capacités d'expression, des capacités de travailler davantage dans les commissions, de déposer des amendements, tâchons d'avoir un groupe, ou a fortiori 60 députés, pour contester ce qui doit l'être dans l'action gouvernementale. Je veux dire, ce qui va se passer pour les retraites, par exemple, ouais. Ou dans l'entre-deux tours, M. Macron nous a vaguement promis un référendum, qui en fait va se terminer à l'Assemblée, probablement en force, probablement avec l'article 49 ter. Bon, s'il y avait beaucoup de députés du RN à l'issue des élections du 19 juin, le sujet notre vision des retraites, c'est-à-dire plutôt la retraite entre 60 et 62 ans avec 40 annuités, plutôt que celle entre 60, ça change beaucoup avec M. Macron, mais disons entre 64 et 67 pour être large, avec à la fin beaucoup de décotes. Bon, ce débat, on pourra l'avoir au Parlement, on pourra l'avoir à l'Assemblée nationale si on a beaucoup de députés RN. Et on pourra avoir, je ne dis pas une bataille d'amendements, mais en tout cas, on pourra déposer des amendements, on pourra avoir l'émergence de deux grandes visions dans le débat public à l'Assemblée avec des députés RN. À la fin, hélas, ça fera sans doute la retraite à 65 ans, mais au moins, on aura des capacités d'expression qui ne sont pas les nôtres actuellement avec, pour rappel, 7 députés actuellement à l'Assemblée nationale. En sachant que du coup, à ce moment-là, vous allez vous battre, vous ne serez pas la seule force politique à vous battre contre cette retraite. C'est vraiment le projet le plus difficile. Il y a des gens à gauche qui se battent un peu avec les mêmes arguments que nous, mais qui, durant l'entre-deux tours, appellent implicitement ou explicitement à voter Emmanuel Macron. Donc il y a une sorte de contradiction là-dedans.
Effectivement, nous n'avons pas fait barrage à nous-mêmes. Nous avons dit qu'il fallait voter Marine Le Pen pour avoir la retraite entre 60 et 62 ans et la préservation des acquis sociaux, la préservation des services publics à la française, de ce qui nous caractérise en termes de modèle social par rapport aux autres pays. Alors que Macron a fait du macronisme, c'est bien normal, mais il était surprenant que les mélenchonistes, les écologistes, les communistes et les socialistes appellent implicitement, explicitement à voter pour lui. Donc à choisir le contraire de ce qui est leurs idées en termes de modèle social. Bon, nous sommes plus cohérents pour le coup. On n'est pas pour la casse du modèle social français. Donc, le sujet des retraites, comme d'autres sujets, on le portera à l'Assemblée. D'accord. Bon, eh bien, merci d'avoir accepté de répondre à cette interview. On vous a posé aussi les questions du chat. Merci encore. Et à bientôt. Donc, c'était la fin de la seconde interview de Gauthier Boucher. Merci.